Voilà, donc le résultat, c'est ce symposium. Un nouveau groupe de recherche que Katharina a lancé qui s'appelle, vous voyez le nom ici, et le lien Internet un peu compliqué, mais bon. Alors, pour ma part, je vais... Donc, ça va se passer en 3 périodes de 15 minutes. Je vais commencer. Ensuite, Antipi, qui a travaillé avec Mathieu et avec Katharina, mais je crois qu'il n'y a que toi qui parleras. Et puis ensuite, Marie-Noël. Donc, 3 fois 15 minutes. J'ai déjà cité ça en ouverture, mais tout le monde n'y était pas encore hier. Hein, donc, cette vision de l'évolution technologique et pédagogique par Dawn, dans un article qui nous a bien servi aussi déjà comme point de départ de réflexion sur la brochure qu'on a vue tout à l'heure. Voilà. Alors, le but de mon intervention, c'est de questionner certaines apparentes évidences en ce qui concerne les apprentissages en langue s'appuyant sur le web social. Et au passage, de faire ressortir un certain nombre de continuités qui sont souvent occultées par les techno-enthousiastes, où tout est, la fameuse expression tout beau, tout nouveau, n'est-ce pas? Bon, donc. Alors, je partirai du postulat, justement, que le Web 2.0 n'est pas une révolution, mais une évolution, surtout technologique. Comme le rappelle l'inventeur du web, le web qu'on appelle maintenant 1.0, par opposition, donc Berners-Lee, les échanges entre les internautes étaient déjà à la base du www, donc inventé en 90. Hein. Et je m'identifie donc à cette vision de l'évolution technologique que propose Dawn, donc une chercheuse du domaine CSCL, Computer Supported Collaborative Learning. Donc mon propos, pour la structuration de mon propos, j'utilise ces catégories. Marie-Noël m'a déjà dit que c'était pas exactement les mêmes pour elle, mais c'est intéressant pour susciter la discussion. Donc c'est quelque chose qui est pris d'un site de la communauté européenne, donc qui distingue l'apprentissage formel, non formel et informel. Donc je vous laisse lire ça. Il s'agit pas des langues spécifiquement, il s'agit de tout type d'apprentissage, hein, et la communauté européenne insiste sur la reconnaissance de tous ces types-là. Alors, par rapport justement à d'autres apprentissages, les langues présentent la particularité qu'elles peuvent être apprises, ou plutôt acquises, si on veut être précis, de manière informelle, par immersion. Le cas le plus connu étant l'installation ou un séjour suffisamment long dans un pays dont on ne connaît pas la langue. Je rappelle que dans la recherche sur l'acquisition des langues, on parle d'acquisition quand on apprend de manière informelle et d'apprentissage quand on apprend de manière formelle, tout en considérant que la frontière est parfois ténue et qu'il vaut sans doute mieux considérer ce couple acquisition-apprentissage comme un continuum que comme une rupture, encore une fois. Certains psycholinguistes, d'ailleurs, proposent l'hyperonyme appropriation. Donc, les apprentissages informels, voilà, d'une manière générale, j'ai un peu l'impression que nous sommes influencés par une double fascination. La première, utopique, pour un monde où les gens pourraient apprendre de manière autonome tout au long de la vie, sans dépendre d'une institution. Et là, on se rappelle Illich, enfin moi ça avait été un de mes livres de chevet, Une société sans école. Et la seconde, technologique, sur les mutations de la communication du fait du web social, qui révolutionnerait tout dans la communication. Alors c'est sûr qu'il y a des mutations dans la communication, c'est une réalité, mais on ne peut pas encore vraiment dire si ça portera ses fruits en termes d'apprentissage. Donc comme bien d'autres, j'estime que seule une toute petite minorité de personnes est capable d'apprendre hors institution, même si cette minorité a tendance à nous fasciner parce qu'elle correspond justement à l'utopie illichienne. Alors, donc l'acquisition d'une langue étrangère, l'acquisition informelle d'une langue étrangère, donc apparaît comme particulièrement valorisée. C'est vrai que quand on va vivre dans un pays, on apprend souvent de manière efficace, sans trop de douleur. Et en tout cas, c'est comme ça que chacun s'est approprié sa ou ses langues maternelles. Du moins à l'oral. Pour l'écrit, c'est moins évident. Du coup, toute une série de dispositifs d'apprentissage des langues cherchent à se rapprocher, ne serait-ce que dans leur campagne promotionnelle, de cette manière d'apprendre naturelle. Et on trouve donc des slogans comme apprendre par immersion, apprendre naturellement, apprendre avec des locuteurs natifs. Donc, c'est des slogans assez répandus. Babel, par exemple, un des sites dont parlera Antipi, propose la nouvelle manière d'apprendre les langues,
intuitif, SIC, et sans effort. J'irai jusqu'à dire que j'irai un peu plus loin, je vais faire un peu de provo, j'irai jusqu'à dire que la perspective actionnelle du cadre européen commun de référence pour les langues, le CECRL, relève plus ou moins de cet esprit, puisqu'il est préconisé d'agir en langue dans des situations réelles, dans l'idéal en tout cas. Et c'est pas toujours évident de faire ça, donc en classe, n'est-ce pas? Alors, le web social emboîte maintenant le pas à cette vision un peu naïve, en tout cas pour des gens qui n'ont pas déjà atteint un bon niveau de base en langue étrangère. Le web social, donc, est immersif. Il est disponible 24 heures sur 24. Il est immersif surtout en ce qui concerne les mondes virtuels, mais enfin bon, on peut aussi se sentir immergé dans des chats et des choses comme ça. On y rencontre facilement des locuteurs natifs. Il est toujours disponible. C'est donc un petit peu comme si on est dans le pays dont on apprend la langue. J'estime cette vision naïve car le temps d'exposition à la langue, et je dirais même la qualité de cette immersion, qu'on pense aux odeurs, aux bruits, au corps, n'équivaudra jamais l'expérience vécue dans un pays étranger. Bien sûr, des exceptions existent, comme certains passionnés de jeux en ligne qui arrivent à faire des progrès remarquables, même dans des langues réputées difficiles. Le cas m'a été rapporté par une de mes collègues ici, enseignante de japonais, qui disait qu'il y avait une très très forte propension de ces étudiants, surtout masculins japonisants, à faire des progrès, donc à jouer en ligne en japonais et à utiliser le japonais pour ça. Mais justement, si ça marche, dans le cas de ces apprenants, c'est sans doute parce que le temps passé sur ces jeux est très important, alors que le temps est souvent le problème numéro 1 pour l'apprentissage d'une langue. Bon, je suis pour ma part persuadé que l'acquisition d'une langue de manière informelle pour un apprenant de niveau inférieur à B1 ou B2, et en dehors du cas du séjour donc dans le pays, reste réservée à une petite minorité de personnes qui ont déjà bien développé des stratégies d'apprentissage. À partir du niveau B2, par contre, il me semble possible de pratiquer les langues sur le web social, comme il était déjà possible avec le web 1.0, de visionner des documents multimodaux interactifs, de participer à des forums ou à des blogs. On ne peut qu'être d'accord avec Thorne et Reinhardt, dans un article de la revue Calico, quand ils écrivent que savoir communiquer dans le cyberespace est une des compétences auxquelles il faut préparer les apprenants de langue. Mais ces auteurs parlent des apprenants avancés et reconnaissent qu'il faut des bridging activities, dont je reparlerai un petit peu plus loin. Donc ces activités passerelles peuvent avoir un intérêt pour le chercheur. Bon, non, je passe là-dessus, non, je vais passer trop de temps. Donc voilà la référence 2008, je crois. Donc les apprentissages non formels. Donc je considère ici que les auto-apprentissages tels que définis par Marie-Josée Barbeau font partie des apprentissages non formels en langue. Sur Internet, il s'agirait essentiellement des nombreux sites d'apprentissage mutuel des langues, donc, auxquels nous avons consacré des pages dans la brochure dont je vous parlais tout à l'heure. Cette forme d'apprentissage non formel est plus facilement étudiable bien qu'on aperçoive parfois dans les sites que la partie émergée de l'iceberg, puisque ces sites permettent souvent aussi des chats 1 à 1 auxquels quelqu'un qui n'a pas participé à ce chat n'a absolument pas accès. Donc la voie à ce type d'apprentissage non formel, donc Oleg, Albero, tout ça, la voie avait été tracée depuis longtemps par Tandem, e-Tandem, etc., dont certains ont parlé ici. Et la plupart des conseils, c'est là que je vois une continuité quand même, la plupart des conseils donnés dans divers ouvrages et brochures, je pense à une brochure du CRDP de je sais plus où, Raymond et Tardieu, je pense au petit livre de Hemling dans la collection Crédit Fessé, restent d'actualité pour le Web 2.0, il me semble. Même si les sites d'apprentissage mutuel reprennent malheureusement très peu ces conseils. C'est ce qu'on avait constaté dans la communication faite avec Laure Chotel hier. C'est ce type de site donc qu'étudie Potolia, Loiseau et Zourou, donc tout à l'heure. Voilà. Ou encore Copt et Pélissier, j'ai vu qu'il parlait aussi de ces sites dans ce colloque. Bon, sans prétendre se substituer aux analyses plus approfondies donc menées par les autres sur ces sites, ou par nous-mêmes, on peut remarquer qu'on les nomme de manière différente. C'est déjà intéressant. Dans la brochure, on avait parlé d'apprentissage mutuel en langue. Nous, Laure et moi, dans notre communication, on a parlé de sites d'apprentissage et de réseautage en langue, qui nous paraissaient un peu plus précis. Et Antipi, Mathieu et Caterina utilisent pour leur part le terme de communauté web 2.0 d'apprenants en langue. Et c'est la manière d'ailleurs dont s'auto-désignent certains de ces sites, notamment Bouzou, qui se présente comme une communauté virtuelle pour apprendre des langues. Et moi, je trouve que l'emploi du terme communauté, je lance là-dessus une discussion, préjuge de manière probablement un peu optimiste d'un lien social fort,
d'une certaine interdépendance qui s'établirait entre les apprenants, les participants à ces sites, et les conclusions, par exemple, que nous avons faites hier avec Laure, n'allaient pas du tout dans ce sens-là. On n'a pas vu de marque de communauté. Alors, s'il y avait communauté, ça serait plutôt une communauté d'intérêt, au sens d'après les catégories de Henry et Pudelko, qu'une communauté d'apprentissage ou tout ça. La grande contradiction de la plupart de ces sites d'apprentissage mutuel, c'est qu'ils combinent une part d'apprentissage extrêmement formel, à la limite du behaviorisme, limite d'ailleurs allègrement franchie dans certains cas, avec une part informelle d'apprentissage, d'échange entre pairs. Pourtant, il y avait toute une didactique, et là encore une fois la continuité, il y avait toute une didactique des auto-apprentissages élaborés par Oleg, Barbeau, Albero, Bûcher-Poteau, Siekansky, etc., qui a débouché sur les centres de ressources en langue et tout, et où existe à la fois un accompagnement humain, qui s'appelle le conseil en langue, et toute une réflexion sur l'organisation des ressources permettant d'autonomiser petit à petit les apprenants. Donc, après avoir passé un certain temps sur les sites d'apprentissage mutuel en langue, je trouve que tous ces acquis de la didactique sont cruellement absents de ces sites. J'en arrive aux apprentissages formels. Je vais dire donc, j'ai trouvé plusieurs approches pédagogiques qui consistent à tirer parti du web social à l'intérieur d'apprentissage formel. Donc le prof dans sa classe qui va amener les apprenants sur le web 2.0. Donc j'en relèverai 3. L'utilisation des mondes virtuels, dont il a été pas mal question dans ce colloque. La didactique interactionnelle prônée par Christian Olivier dans son récent livre écrit avec Laurent Puren, Olivier Puren 2011. Et, oui, vous avez ça de toute façon, et les bridging activities dont j'ai déjà parlé. Donc, il commence à y avoir une bonne base d'articles ou de mémoire ou de communication, donc sur les mondes virtuels dans l'apprentissage des langues. En gros, si on laisse de côté le cas de l'internaute qui va pratiquer de manière autodidacte une ou des langues sur Second Life, et j'ai pu vérifier que c'était possible, je l'ai fait moi-même dans des langues où j'avais besoin de me perfectionner, il y a un problème quand même qui se pose, c'est celui-là, c'est est-ce qu'on est dans un environnement fermé où l'on ne rencontre que des enseignants et des apprenants de langue, ou bien dans un environnement ouvert où l'on peut rencontrer des locuteurs natifs dans des lieux qui reproduisent parfois une ville d'un des pays dont on apprend la langue. Dans le premier cas, je suis pas absolument sûr qu'on soit dans le web 2.0. Ce qui ne veut pas dire du tout que ça soit pas intéressant, mais je suis pas sûr qu'on soit vraiment dans le web 2.0 quand dans les activités que vous avez montrées, par exemple, dans les différents ateliers. L'idée d'une didactique interactionnelle de Christian Olivier, là encore une fois pour pointer ah oui, alors la continuité avec les mondes virtuels, moi je la vois dans les simulations globales, par exemple, dans l'apprentissage des langues. Je trouve qu'il y a une ressemblance entre les simulations globales, où on endosse des personnages, comme on endosse des avatars. Donc je trouve qu'il y a une certaine continuité entre les simulations globales et les mondes virtuels. Pour ce qui est de la didactique interactionnelle prônée par Christian Olivier, il me semble qu'on est totalement dans la pédagogie du projet, et qu'on se réfère donc à des pédagogues du début du 20e ou des années 20-30 comme Célestin Freinet, de la pédagogie Freinet. Et sachant que le gros problème de cette approche-là, il me semble, c'est son côté chronophage. La pédagogie du projet, elle est chronophage, et on ne peut pas toujours apprendre par projet, malheureusement. On a eu d'ailleurs aussi un exemple par les collègues du Brésil, de São Paulo, qui ont présenté une pédagogie du projet pour bien intégrer les TIS. Ce qu'elles ont montré était tout à fait convaincant, mais il y avait 3 ou 4 personnes, pédagogues, qui étaient là pour un groupe, pour une classe d'apprenants, etc. Donc il y a un côté très coûteux en personnel humain et en temps dans les projets, qui fait que ce n'est pas toujours possible. D'ailleurs, Olivier le dit lui-même dans son livre, hein, qui ne préconise pas de ne faire que ça. Voilà, donc pour mémoire, il préconise 4 types d'utilisation: publier en ligne, avec son exemple de Wikipédia, qui a été présenté lors des colloques EPAL cette fois-ci aussi, discuter en ligne, participer à un réseau social, et jouer. Jouer, c'est un jeu de Pictionary qui est en ligne, auquel il propose de jouer. Bon, voilà, pour ce qui est des bridging activities, je passe très vite parce que l'article est facilement trouvable en ligne. Vous n'avez qu'à taper les noms mais j'ai pas remis les noms des auteurs ici, mais c'est Thorne et Reinhardt. Donc, il préconise 3 phases. Alors, je trouve intéressant la première phase parce que ça, on n'en a pas du tout parlé jusqu'à présent. Enfin, j'ai entendu personne en parler dans ce colloque. L'idée d'aller recueillir des données sur le web 2.0 dont on puisse faire ensuite une analyse en classe, par exemple le langage SMS, le langage des chats, etc. Aller en récupérer en ligne dans des échanges réels et puis ensuite les ramener en classe pour analyse, y compris à l'analyse des propres pratiques dans la langue 1
qui peut avoir un côté intéressant pour voilà, sur le plan éducatif général. Après, dans une deuxième phase, il propose une exploration guidée. Ah non, mais c'est dans le deuxième. Alors, oui, observation, recueil dans le premier, exploration guidée et analyse dans la deuxième phase, et repérer les caractéristiques linguistiques et sociales des discours tenus donc dans le Web 2.0, et et création et participation dans la troisième phase. Voilà. En conclusion, je dirais donc que les pédagogues actifs savaient déjà utiliser le Web 1.0 pour la pédagogie de projet. Et il y avait de très beaux projets sur le Web 1.0, y compris des simulations globales d'immeubles, etc., et qui n'avaient pas obligatoirement besoin du Web 2.0. Les autres pédagogues moins actifs vont être effrayés par l'ouverture qu'il y a dans le Web 2.0, donc je ne suis pas absolument sûr que ça provoque une grande avancée pédagogique. Je suis un peu pessimiste. Bon, mais c'est aussi pour provoquer que je dis ça. Donc, je résume mon propos donc par un tableau où j'ai essayé de mettre un certain nombre de choses. Voilà. Merci.